Aujourd'hui, il a 58 ans et il revient sur cette histoire qui a mis un coup d'arrêt à ce qu'il considérait comme un travail. Anna Mazer-Pirodo et Robin Droulez. Cette formulation odieuse des journalistes, ils considéraient comme un travail. Oui, on le payait pour faire un taf. Ils considéraient ça comme un travail, oui. Et toi, putain de journaliste, tu considères que c'est un travail, ce que tu fais? T'es payé ou pas? Yeah, avec son petit sourire, sa petite cravate, mais d'où tu parles comme ça de mon pote le nain? C'est ce que j'avais dit au dernier journaliste qui m'a interrogé. Il me parlait de mon enfance, à l'école, comment ça se passait, tu vois. Et j'avais répondu cette phrase qui est très précise. Il y a une catégorie d'individus que je méprise autant que les fonctionnaires de l'éducation nationale, c'est les journalistes. Il était passé à la question suivante sans réagir, mais il a très bien compris. Scolairement, tu es allé jusqu'où dans tes études? Euh, j'ai fait des études jusqu'à, je sais plus, 18, 19. C'est assez vague, mais j'ai détesté ça. Ouais, j'ai le même mépris pour l'éducation nationale que pour les journalistes. Donc en gros, les conditions de notre conversation. Toi, tu veux quoi? Tu veux rédiger un article? Moi, je suis sur un projet d'article qui tournerait autour de tes activités, de ton parcours aussi. Je comprends pas. C'est quoi la différence entre rédiger un article et un projet d'article? À l'issue d'une conversation, je peux mesurer la validité et l'intérêt d'un article. Imaginons la conversation se passe mal ou tu ne veux pas répondre à mes questions. Donc c'est par prudence que je parle de projet d'article. Après, l'échange qu'on a là, pour moi c'était tout à fait implicite, n'a pas vocation à être diffusé via tes chaînes Telegram ou autres. C'est-à-dire que moi, tout ce que je fais n'est pas, si tu veux, n'a pas vocation à être médiatisé à l'extérieur. Notre échange a vocation à être médiatisé dans le Parisien. Okay. Mais si tu n'es pas d'accord là-dessus, Avant qu'on se mette d'accord sur mes intentions, je veux essayer de clarifier les tiennes. On a une discussion ce soir, ça se passe bien, t'en fais un article, ça se passe pas bien, bon, bah, y a rien à en tirer et tu ne fais pas d'article. C'est ça. Ouais, pas bien, ça va forcément bien se passer, mais je veux dire, bon, voilà, on se comprend. Mais après, sur le deuxième point, savoir si toi, tu veux en faire, je sais pas, tu veux faire un format vidéo, un contenu vidéo que tu veux diffuser sur la base de nos discussions, bon, là, moi, je suis pas forcé, je suis pas d'accord, en fait. Alors, je vais te dire pourquoi j'ai pas le choix, pourquoi je suis obligé de le faire. Tu es un journaliste, tu travailles pour Le Parisien, donc tu représentes un corps d'activité qui est malhonnête, qui a pour habitude en fait de poser des questions aux gens quand c'est pas en direct, c'est des questions plutôt sympathiques. Il y a une illusion de discussion et en fait l'article derrière est redécoupé, les propos sont réinterprétés et c'est toujours de mauvaise foi, mais à un niveau, tu vois. En fait, t'es un journaliste français et je te connais pas toi personnellement, mais tu représentes un corps de métier qui est corrompu à 99%. Pour être corrompu, il faut un corrupteur. Et je sais pas qui est le corrupteur, là, mais bon, passons, c'est pas grave. C'est le fait de déformer les propos des gens. Et quand c'est en direct, les journalistes interrompent, mais quand c'est pas en direct, moi c'est mon expérience en tout cas. C'est-à-dire que quand je suis en direct, les journalistes que j'ai en face de moi, ils vont m'interrompre, ils vont pas me laisser développer mon propos parce qu'ils sont contre moi idéologiquement. Et donc ils vont imposer leur idéologie et ils vont essayer de me combattre en direct parce qu'on est face à l'audience. Et quand on est en privé, ils vont être conciliants, me donner l'illusion d'une réelle discussion, puis changer les propos. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à tous les mecs qui faisaient partie de la dissidence, des gens que je fréquentais il y a une dizaine d'années. Ils ne pouvaient pas s'exprimer avec des journalistes, donc ils étaient obligés, comme moi, de contre-filmer l'article ou la discussion, parce que entre la discussion réelle avec le journaliste et l'article qui sort, il y a une telle différence, il y a un tel niveau de mauvaise foi, il y a un tel montage qui est fait, c'est 1 heure de discussion qui est coupée et qui sort au final en 3 minutes sur lequel tu as 3 extraits à charge contre l'interviewé. Et derrière, en fait, il y a la contre-vidéo qui dit, non, en fait, il y a eu une vraie discussion, il y a eu Jean-Marie, je comprends ton point. Après, tu pars visiblement d'un a priori extrêmement négatif. Mais qui est peut-être le fruit de ton expérience. Donc ça, moi, je le discute pas. Ouais. Tu vois, je peux pas contrecarrer ton expérience personnelle. Hein. C'est la vérité, j'ai un point de vue extrêmement négatif sur les journalistes français. Si tu en parles, c'est que c'est vrai, hein, sûrement.
Après, moi, sur la diffusion, si tu veux, de ton enregistrement que tu fais de notre conversation, c'est là que moi, à mon tour, je suis obligé de te poser une question. C'est que tu envisages une diffusion dans tous les cas ou dans certains cas, si jamais tu n'es pas content de l'article? Enfin, c'est quoi ton état d'esprit là-dessus? Mon état d'esprit, il n'est pas très clair, mais oui, a priori, c'est une forme de protection. Imaginons, on a 1 heure de discussion et il en sort un article de 10 lignes sur lequel il y a des propos qui sont coupés, déformés ou quoi. Je verrai ma vidéo comme une forme de protection pour dire, écoutez, voici la discussion qu'il y a eu, je vous la publie sans montage. Au début de la discussion, je disais justement que je craignais qu'il arrive ça, il est arrivé ça. Bon, vous en pensez ce que vous voulez. Ouais, d'accord. Mais que les choses soient claires, parce que moi, c'est important aussi de savoir où je mets les pieds, tu vois. C'est la vidéo qu'on a commencé à faire, parce que là, en réalité, Bien sûr, j'enregistre, c'est ce que je te dis, ouais. C'est diffusé en direct sur quel média? Non. Je suis pas en train de diffuser. J'enregistre. Non, je t'aurais pas fait ça. C'est-à-dire, je suis pas malhonnête. Parce que là où moi, je peux avoir un a priori négatif aussi, c'est que de cette vidéo, toi-même, tu peux en faire des montages. Bien sûr. Que tu me reproches a priori d'éventuellement faire des montages, parce que c'est effectivement là où tu pointes un vrai sujet, c'est que moi, je ne vais pas reproduire in extenso la conversation qu'on va avoir ensemble. Donc ce sera un montage quelque part, un montage. Mais de la même manière, moi, je peux avoir un a priori très négatif aussi contre le montage que tu pourras éventuellement faire de notre conversation. Tout à fait. Et qui pourrait nuire aussi à mon image, tu vois. C'est parfaitement vrai. C'est une prise de risque de ta part. Après, j'ai pas un historique de monter des vidéos d'autres gens. Déjà, j'ai pas le temps. Ça prend énormément de temps de faire du montage vidéo. Et j'ai eu quelques discussions avec des journalistes que j'ai toujours enregistrés. J'ai pas un historique d'avoir diffusé des montages de vidéos, que ce soit avec des journalistes ou avec d'autres gens. En fait, j'ai plein de vidéos que tu trouveras sur YouTube de moi en train de discuter avec des gens. Je les monte pas pour leur donner tort. Je fais des clashs, c'est-à-dire que des fois j'attaque publiquement des gens, mais dans ces cas-là, j'ai pas des discussions avec eux. Je prends des extraits de leur contenu à eux, et encore que généralement c'est surtout moi qui m'exprime et qui commente l'activité de ces gens-là. J'utilise pas leur contenu contre eux pour une raison très simple, c'est que YouTube bloque ce genre de contenu. En fait, si je prends du contenu avec ton visage et toi qui t'exprimes, et que je tourne en dérision de manière abusée, en fait, ça saute. YouTube, enfin, il suffit que tu te plaignes, ça tient pas sur YouTube. Bon, écoute, Jean-Marie, moi, clairement, là, tu veux m'imposer quelque part un effet miroir. Bon, je comprends tes conditions. Moi, je les accepte à une réserve près. Donc, je te dis, c'est que je ne souhaite pas et je ne veux pas que l'échange qu'on a soit diffusé. Imaginons, moi, je fais pas d'article. Hypothèse. Je préfère l'enregistrer. Si moi, je fais pas d'article, moi, j'attends de ta part que tu ne fasses pas de vidéo et que tu ne diffuses rien sur cette vidéo. Ouais, ça paraît honnête et légitime comme demande, bien sûr. Et la deuxième demande, c'est que tu ne sortes pas une vidéo avant parution. Ça induit. Ça me va, c'est légitime, c'est honnête. Bon. Mais toi-même, tu ne reviens pas en France? Jamais. Ah non, jamais, je peux pas. Toxique. Pourquoi? Ça me fait du mal, c'est comme nager dans de la pisse. C'est l'ambiance. Et ça devient d'où cette allergie là? Elle repose sur quoi en fait? Sur mon niveau de conscience. D'accord. C'est-à-dire qu'un type qui vit en France ne se rend pas compte de la merde dans laquelle il vit. Du fait, par exemple, que toute la population a l'âme complètement corrompue. Le Français veut se suicider, c'est ce qu'il fait au jour le jour. Il est poussé par l'ensemble du système à s'autodétruire. Ouais. Alors financièrement, déjà, quand tu accumules toutes les taxes, c'est un délire. Je sais pas combien ça fait, mais on flirte les 70% de taxes, on vit dans un pays communiste, donc c'est le suicide économique, c'est le suicide démographique, on est envahi par des gens qui... on est envahi par des Africains, par des Nord-Africains et par des Africains, qui, eux, n'ont pas l'âme si corrompue que ça. Eux, ils ont envie de vivre, ils sont pas suicidaires. Donc ils ont une pulsion assez saine, qui est celle de la conquête. N'importe quel mâle dominant a envie de conquérir. Mais moi, j'ai pas envie que mon territoire soit conquis, ça me fait du mal.
Je peux pas vivre là-dedans. Et quand je vais dans d'autres pays, j'ai beaucoup voyagé, quand je vais dans des pays qui ont encore la pulsion de vie, et avoir la pulsion de vie, ça veut dire quoi ? C'est juste une histoire de timing. Si tu regardes un peu l'histoire, toutes les civilisations ont eu des hauts et des bas. Il y a des moments où les civilisations sont dans la croissance, donc ça va bien. Les gens ont une grosse pulsion de vie, ils bâtissent, les relations familiales se passent bien. Les hommes sont très virils, les femmes sont très féminines. Enfin, tu vois, il y a 2-3 marqueurs qui font que tu dis ça va bien. Là, en France, tu vas à Paris, tu vois la colline du Crac, tu vois le français moyen, son niveau de virilité, tu vois la violence des envahisseurs, tu vois le système, à quel point il n'est pas fonctionnel pour le bien commun et à quel point il est oppressif pour tous ceux qui se lèvent contre lui. Tu dis, ah, oui, bon là, on est en fin de civilisation en fait. On est comme à l'Empire romain avant qu'il explose. Ça se passe mal, ça se passe très très mal. Et moi, je ne peux pas souffrir une vision. C'est ta vision très très sombre de la France. Mais très réaliste, très très réaliste ma vision. Mais tu assumes ce statut, le statut que tu as pu avoir, hein, de gourou, pour reprendre ton mot. Enfin, tu assumes complètement ce terme ? Bien sûr, avec plaisir. C'est une mauvaise connotation en France, gourou, mais tu as plein de pays comme en Inde où c'est bien vu. J'étais un guide pour eux, ouais, bien sûr. D'accord. Ok. Et combien même ça te vaut parce que tu en as sûrement pris connaissance la semaine dernière, là, que tu sais ce que c'est la Miviludes, hein ? Ouais, j'ai juste vu le site, qui était assez mal fait d'ailleurs. De vigilance et de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Bon, ils te consacrent 2 pages dans leur rapport annuel. Est-ce que tu es surpris ou est-ce que ça participe d'une certaine logique ? Pour moi, c'est sans doute des fonctionnaires parasites qui doivent justifier leur salaire, et vu qu'il y a peu ou pas d'activités sectaires en France, à part celle des musulmans peut-être, ou d'autres trucs un peu, tu vois, ils ont des quotas. Il faut qu'il y ait des blancs aussi qui fassent des sectes. À part moi, je vois pas qui il y a Raël, mais ça fait 10 ans ou 20 ans qu'on n'entend plus parler de lui. Il y a moi, il y a qui d'autre ? Il y a des sectes en France ? Il faut bien qu'ils parlent de quelqu'un. On appelle tu vois, ce qu'eux ils appellent des gourous du bien-être. Tu vois, là alors soit c'est pas, ça te Thierry Casanova, des mecs comme ça ? Ouais, c'est ça, c'est des gens qui ont des collègue youtubeur, ça. Comment ? C'est un collègue youtubeur, lui. Donc il est dans la Mivilude aussi, du coup, ou pas ? Ouais, il a eu droit à un petit chapitre. Mais le mec, tu sais ce qu'il fait ? Il fait des jus de légumes. Ouais. Mais après, bon, ça dépend jusqu'où ça va, le jus de légumes, quoi. Si c'est le jus de légumes et vous arrêtez votre chimiothérapie, bon, c'est là qu'il peut y avoir une discussion, hein. Moi, j'ai pas d'avis tranché, mais... Okay. Mais je connais pas très bien son travail, hein, donc pareil, je pourrais pas me placer là-dessus. On se connaît pas personnellement avec Thierry. Ça t'ennuie pas, toi, quand même, de te retrouver comme ça, épinglé par la Mivilude ? T'as pas peur que ça ait des conséquences pour toi ? Non. Je pars du principe que la vie sur Terre est limitée. Tu vois, on a peu de temps, donc il faut en profiter un maximum, s'amuser, vivre intensément. C'est ça la vie d'un homme libre aussi, à mes yeux. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens. Du coup, moi, je me fais un CV, tu vois. Le jour où je crève, et je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai branlé dans ma vie ? Le fait que sur mon CV, il y ait la Mivilude qui m'ait mis 2 pages, je suis là, ça fait plaisir, quoi. Mes conneries ont été prises au sérieux, mais à un moment ou un autre, si on parle honnêtement, les mecs ont rien d'autre à foutre qu'avoir mis un guignol comme moi dans leur page pour justifier leur salaire. Mais c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux, d'accord. J'ai pas lu leur truc, mais tu vois, il y a pas les sources, il y a rien, il y a que dalle. On parle de mecs qui faisaient du business online. T'en as 200 qui sont allés vivre en Europe de l'Est, qui maintenant ont bougé en Asie pour la plupart. C'est juste des petits gars qui sont entrepreneurs nomades. Et enfin, tu sais, l'esprit sectaire là-dessus, les gars, ils sont potes vite fait, ils se fréquentent de temps en temps. Il y en a certains, ils ont vécu à 2 dans un appart comme des colocataires. Enfin, tu sais, c'est assez loin des clichés qu'on se fait d'une secte où tous les matins t'as la messe et tout ça, quoi. Non, mais moi, j'ai pas d'avis du tout tranché sur cette question-là. Moi, je te dis juste que en fait, tu apparais parce qu'il y a au départ des signalements de proches de jeunes hommes qui avaient un projet d'expatriation qu'ils ont. Mais entre nous, c'est pas valable comme source. Ça se trouve, c'est peut-être des haters sur Twitter ou des mecs de jeuxvideo.com qui appellent en mode « Oui, voilà, je suis la mère de ce jeune DBL qui est parti dans le déclin. » On sait pas, quoi. C'est sérieux ou pas ?
Ça me paraît tellement pas sérieux, moi. D'accord. Non, mais c'est une forme de réponse. Alors après, ça se trouve, il y a eu 2-3 familles qui sont pas contentes que leur fils se soit cassé. Je suis pas au courant. Ouais. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, soit la famille était toxique et c'est très bien que le jeune ait mis de la distance, soit la famille n'était pas toxique et c'est une grosse connerie et ça va à l'encontre de tout ce que je leur ai appris. Quand ça, même si ça demande des gros efforts, que ça se passe bien avec la famille, il faut faire l'effort. Ouais. Donc non, ça irait à contresens de ce que j'ai proposé, quoi, clairement. Bon. Mais tu parlais d'esclaves. Qu'est-ce que tu penses sur des esclaves sexuels que peuvent être les prostituées aussi? Parce que là, dans ton discours, parfois, il y a une éloge. Moi, c'est comme ça parfois que je perçois, c'est une éloge de la prostitution. Tu prônes, oui, tu banalises complètement la prostitution. Là, tout à l'heure, quand je t'ai parlé de 2500 €, tu as dit que c'était ton budget prostituée par semaine. Bon, je ne sais pas si ça correspond à une quelconque réalité, mais passons. Mais bon, c'est un peu faible. Tu as ce discours-là de l'éloge de la prostitution. Pourquoi est-ce que tu vois pas qu'il y a une incohérence là entre l'esclavagisme aussi dans lequel tu maintiens ces femmes quelque part Alors, ta question traduit ta faible consommation de prostituées. Je suis obligé de te le dire. Ça se sent que tu baises pas beaucoup de putes, que tu baises pas assez de putes et surtout que tu ne baises pas des putes VIP. Les putes, les prostituées, comme tous les secteurs d'activité, contiennent à la fois des esclaves et des gens qui sont à un haut niveau. Des gens indépendants. Attention, être indépendant, ça ne veut pas dire être à un top niveau. Tu as des indépendants dans la rue qui galèrent. Bon, mais tu as des indépendantes qui vivent très bien leur vie et qui ont un niveau de liberté que la plupart des Français ne pourront jamais espérer atteindre. Donc le fait de se prostituer ne veut pas dire être esclave. Je me suis prostitué. Je n'étais pas un esclave. Et il y a des prostituées VIP qui ne sont pas des esclaves. Toi-même, tu parles de toi là. Oui, j'ai vendu mon corps, j'ai vendu mes services sexuels. Et j'étais pas un esclave. Ça se passait très bien, je faisais ce que je voulais. J'avais personne qui me forçait à faire quoi que ce soit. Pour moi, l'esclavage, c'est soit la caricature, ça y est, t'es vraiment capturé par ton maître qui te dit quoi faire et qui te paye pas. Ça, c'est le cliché qu'on en a. C'est l'image du passé, tu vois, de l'esclave ou l'esclave africain qui se fait embarquer en Afrique, qui est dans les champs de coton. Okay, bon, il y a l'esclave moderne. C'est celui qui fait un boulot qu'il n'a pas envie de faire, qui vit une vie qu'il n'a pas envie de vivre, qu'il a une épouse qu'il n'a pas vraiment envie d'avoir, qu'il a des potes contextuels, c'est juste les mecs qui bossent au même endroit ou qui est à l'école avec lui. Ce que j'appelle la vie d'esclave, c'est cette vie de classe moyenne déclinante ou cette vie de classe populaire ou de classe pauvre, de gens qui en fait n'ont pas le choix. Ils font ce qu'ils peuvent... ils ont très peu d'opportunités en fait et ça a des conséquences sur leur santé, sur leur activité mentale. Ils ont peu de perspectives. Esclaves, il n'y a pas de liberté. S'ils voulaient vraiment d'un coup partir en voyage, changer de vie ou quoi, ça n'est pas possible. S'ils voulaient choisir là où je vis, les gens que je fréquente, la femme avec qui je ferai des enfants, non, ils n'ont pas vraiment le choix. D'un point de vue réaliste, ils doivent se dire c'est quoi mon choix? Non, il n'y a pas le choix. Donc pour moi, c'est ça la vie d'esclave, c'est une vie d'absence de choix. Et en France, je trouvais ça très très compliqué d'avoir le choix. Dès que je me suis barré, dès que j'ai voyagé, d'un coup j'ai eu beaucoup plus de choix de liberté. Et quand j'ai été dans des pays où, on va dire, l'environnement était sain, tu vois, il y avait plein de facilités pour se développer, pour rencontrer des femmes, pour faire de l'argent, pour faire du sport, pour avoir de l'énergie en rencontrant des gens qui en avaient, je me suis senti beaucoup plus libre. Mais d'accord, mais pour revenir sur la prostitution, ton discours très ouais, tu banalises complètement cette activité professionnelle. Non, je le sacralise. Je sacralise la sainte pute. Ah ouais. La sainte pute, pilier de la famille. Alors, pilier de la famille, d'accord. Ouais. Parce que c'est un élément stabilisateur, c'est ça? Complètement, c'est-à-dire que le chef de famille, au lieu de se perdre avec des amantes qui sont très chronophages. Il faut dépenser beaucoup de temps avec des liaisons, etc. En plus, il faut les cacher. C'est des femmes qui peuvent te rappeler. Non, le chef de famille responsable, il va au pute, ça dure 40 minutes et il revient à la maison, il dort à la maison le soir, il parle pas de ça, il n'y a pas la pute qui l'appelle. Donc, depuis des centaines d'années, les putes, piliers de la famille, car elles permettent aux mecs de se vider les couilles un peu ailleurs de temps en temps, sans penser, ne serait-ce qu'une seconde, abandonner sa femme et ses enfants pour un coup de bite. Donc les saintes putes.
Gloire à elle, et elle manque de gratitude. Tout le monde, tu vois, le terme pute est négatif dans la bouche de tout le monde, pas dans la mienne. Beaucoup de respect, de tendresse pour ces femmes. D'accord. Bah, écoute, au moins c'est une explication. Après, d'autres vont dire, bah oui, mais ça banalise aussi des modèles aussi où des femmes sont réduites à l'esclavage, parce que là, tu veux parler d'une vision VIP de la prostitution qui existe, hein, mais qui ne représente qu'une petite partie de l'activité générale. Mais, je vais te dire, les mecs qui vont pleurer sur les esclaves du sexe, car ça existe, hein, les esclaves du sexe, les gens qui pleurent là-dessus, c'est de l'émotion à 2 balles, c'est facile. Je veux dire, on peut pleurer pour tous les corps de métier qui ont des gens qui souffrent. Tu vois, un gamin chinois de 6 ans qui fait des Nike, mais c'est pareil, c'est la merde, c'est pas juste. Et dans plein de corps de métier, tu as des situations d'injustice où tu as vraiment des gens qui sont forcés de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, qui sont pas rémunérés pour ça ou qui sont pas récompensés pour ça. Dans la prostitution, c'est pire encore parce qu'il y a l'intimité qui est violée. Donc on a vraiment l'impression que c'est un travail sale, mais tu vois, les mecs qui vont bosser à la mine ou quoi, il y a des gens qui ont d'autres travaux qui sont durs et qui sont forcés de les faire et qui sont pas respectés. Donc de manière générale, l'esclavage, c'est ce que j'ai toujours combattu. Je te le répète, moi je suis là pour offrir la liberté. Je représente la vie d'homme libre. Donc ça m'intéresse pas d'interagir avec des esclaves. Et ça m'intéresse pas de promouvoir l'esclavage. Je suis pas un esclavagiste. J'ai jamais esclavagé personne. C'est pas mon délire du tout. D'accord. Eh ben, écoute, non, mais c'est ta réponse, elle est intéressante, hein. Et puis elle a le mérite de présenter une certaine cohérence. Voilà, après les gens pensent ce qu'ils veulent, hein. Tu le sais. Mais les gens me détestent en général, à 95%. Mais à un moment, tu m'as dit, moi j'aime bien les dictatures. Enfin, je sais pas si tu l'as dit comme ça, mais tu as dit que c'était un modèle qui, toi, te convenait. Ah, j'y crois, ouais. La dictature, c'est un truc, ça. Mais toute forme de dictature. J'aime bien les leaders autoritaires, ouais. Tu sais, une direction claire, précise, un leader qui a une vision, une direction, les ordres sont clairs. Ouais, ça me plaît, ouais. Et par exemple, si tu te trouves dans un pays où les Blancs, bah, on a envie juste de les tuer comme en Afrique du Sud. Bah, je sais pas, mais enfin, tu te retrouves t'es journaliste, t'es pas au courant de ce qui se passe en Afrique du Sud. Imagine, tu te retrouves en position de dominer. Et là, les dictatures, comment tu réagirais? Enfin, tu dirais, bah, je suis dominé, donc c'est normal, c'est une dictature. Enfin, comment tu envisages? Regarde, la Russie, c'est une forme de dictature éclairée, si tu veux. Tu as le leader, c'est quand même lui qui dit comment ça se passe. Bon, bah, je suis arrivé là-bas, je me suis soumis à la volonté du président Poutine. Et ça s'est très bien passé. D'accord. J'ai jamais fait acte de rébellion contre lui. Parce que j'étais en harmonie avec son leadership. Avec l'homme, avec son taf, avec sa vision. Et tu es toujours en harmonie avec son leadership, là, contre nous? Oui. Alors, c'est difficile, hein, tu vois, ce qu'il fait. Donc, ça paraît un peu sale, mais je suis pas en position de juger. Le mec a 10 niveaux de puissance au-dessus de moi. Donc, j'ignore quels sont ses challenges et ses opportunités. J'ai l'humilité de le reconnaître. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Les gens ils se disent, moi, si j'étais président, mais vous êtes rien du tout, les mecs.